Ou en anglais. Ok. Je remercie Monique pour l'intervention, Sophie, Jérôme. La question posée pour ton intervention adresse un aspect qui s'est développé depuis la publication de le livre, qui s'attache à la condition des objets, des choses que vous étudiez dans votre livre. Pourquoi elle rencontre la forêt et ces événements un jeu d'interprétation mute qui suspend la conceptualisation de les jeux, les moi, de jeu, de moi ou de nu et de l'autre. Elle rencontre, suspend la détermination qui est moi et qui est l'autre. Et le livre, je enfatise la transformation en animaux, plus qu'à une autre version possible c'est l'effet que ces jeux regardent une chose que c'est une espèce de semblant un dieu, signifie que je suis mort, signifie que j'habite un autre monde, signifie que la possibilité de déclenchement ou de déclenchement de jeu c'est effectif un autre monde. Mon salaire. C'est effectif un autre monde. Et c'est la continuation de l'argumentation sur la morcelée de la unité de la psychopathologie, que c'est l'objet central de mon critique, plus que l'idée n'est pas compléter la psychopathologie totémiste avec la psychopathologie animiste ou perspectiviste. Pourquoi en cette fois c'est la même chose. Le problème, c'est la unité de la forme de vie, la totalisation de la forme de vie, la totalisation de la forme de monde, que la idée de la transformation continue de l'âme, de le jeu, et notre, de le jeu, et notre corps, et de le jeu, et notre état de l'âme, à signaler. La idée centrale est que la psychanalyse de Lacan a anticipé son aspect de perspectivisme en la théorie de la reconnaissance et en une certaine lecture de Hegel et Lacan. Mais le plus important, c'est l'idée de l'objet A. L'objet A est le point de coisification, de objectification qui se désintègre le système de changer d'objet. Et la théorie de la sexuation est
une autre version de le même problème. Ouf. L'indétermination. L'objet A comme le focus central de l'indétermination et le pensament lacanien qui très fréquemment se transforme à peine en un appendix de l'indétermination des sujets. Je pense que la théorie de l'identité et de l'identification en psychanalyse peut se rénover en une théorie non identitariste de l'identification. Et c'était implique une théorie alternative de l'angoisse. Non toda. Pas toute angoisse est une angoisse de castration. Si nous lève en sérieux la découverte de Viveros de Castro et de Collat et Maligné et la tradition anthropologique post-structuraliste française contemporaine. Ouf. Question? Oui, bonsoir. Oui, au tout début, vous avez parlé de souffrance légitime. Alors, c'est peut-être une question de quelqu'un qui est naïf par rapport à la psychanalyse. Est-ce que ça sous-entend qu'il pourrait y avoir des souffrances illégitimes? Et sinon, quelles sont-elles? Merci. Obrigado. Se traduz. Ah, non. A questão entendi, mas se você puder. Esse é o ponto central de uma psychopathologie que se quer critiquer. Donc c'est un point central de la psychopathologie qu'il souhaite critiquer. Porque faz parte dos nossos pressupostos que o sofrimento ele é classe, gênero e raça específica. Parce que ça fait partie de nos présupposés que la souffrance s'ordonne en classe, race et légitimité. Ethnie, pardon. Ouais. Et âge. La forme de vida, as formas de vida devem sofrer conforme a sua identidade. Ah oui, nos formes de vie doivent souffrir suivant la forme de notre identité. E o próprio Estado só reconhece o sofrimento se ele acontece nessa forma. Et l'État en lui-même ne reconnaît la souffrance que si elle se donne à voir sous cette forme. Por exemplo, os códigos psiquiátricos reconhecem aquela pessoa como alguém que merece tratamento. Par exemple, avec les codes psychiatriques, on peut reconnaître telle personne comme quelqu'un qui a besoin d'un traitement. E para outras pessoas reserva a ideia de que essa experiência de sofrimento é uma experiência existencial, moral e que ela tem que suportar em silêncio. D'accord. Et pour d'autres personnes, on va considérer que justement cette expérience de souffrance est plutôt une expérience existentielle qu'elle doit traiter par elle-même, morale, et qu'elle doit traiter toute seule de son côté. Isso coloca em pauta que a racionalidade diagnóstica envolve políticas de reconhecimento do sofrimento. Et donc ça met en avant comment pardon, Coloca em confronto Non, políticas ok, coloca em confronto. a Rationalidade. Ok. Et donc comment la rationalité diagnostique met en avant coloca met en confrontation, ok. Coloca em confrontação diferentes políticas de Voilà, reconhecimento. différentes politiques de reconnaissance de la souffrance. E nós participamos dessas políticas sem nos darmos conta. Et nous-mêmes, on participe de ces politiques sans s'en rendre compte. De ces politiques de reconnaissance de la souffrance.
Com isso, a gente compra uma teoria do reconhecimento que, em geral, é uma teoria totemista, porque baseada na confiance em categorias e conceitos. Dès lors, en fait, on prend une théorie de la reconnaissance qui est une théorie totémiste parce qu'elle est basée sur cette manière-là de reconnaître la souffrance. Em conceito e categoria. En concept d'une part, en catégorie d'autre part. Porque o perspectivismo, entre outras coisas, é uma crítica do conceito de conceito. Parce que le perspectivisme, entre autres choses, est une critique du concept de concept. O conceito, em vez de ser representado como uma classe ou um conjunto, ele é praticado nas operações de reconhecimento no encontro na mata. Le concept, au lieu d'être un élément théorique d'un ensemble, va être pratiqué dans le cadre de la rencontre dans la forêt. Por isso ele é contingente e performativo. Et c'est pourquoi il est contingent et performatif. Ana, você não vai fazer uma pergunta? Sabe? Tão longe. Os brasileiros aí. Vamos lá, gente. Manda. Vou fazer em português, depois eu traduzo. Eu acompanho o seu trabalho faz um tempo, morando aqui no momento que você publicou esse livro. Então, eu entendo bem como você explica as coisas, porque eu acompanho à distância. No momento que eu mudei para cá, você começou a aparecer mais também publicamente. Então, acho que interessante... Queria só escutar mais, porque eu já li em português, mas acho que escutar você em francês seria interessante. Se você pudesse precisar essa história que eu não consigo ainda reproduzir direito, que é as experiências de indeterminação e determinação, que é um ponto central no seu pensamento, não só nesse livro, pelas leituras que eu faço, e que eu acho que é o grande ponto inicial para a gente entender um pouco a sua forma de pensar. E acho que seria bom te escutar em francês nesse momento do lançamento do livre. Donc, je vais traduire en français. Je viens de dire qu'en fait, ça fait 10 ans que j'habite en France. Je suis brésilienne d'origine. Et depuis mon arrivée en France, c'était plus ou moins au moment où le professeur publie ses livres au Brésil. Et moi, j'accompagne à distance, mais il est devenu quand même, en étant prof à l'université, quelqu'un qui circule dans plusieurs espaces au pays. Ça fait qu'il est aussi sur les réseaux sociaux d'une façon très éthique et avec une transmission de la psychanalyse à différents publics, plus complexes, moins complexes, plus académiques, moins académiques. Et je trouve que c'est une grande opportunité de lui écouter en français. Quand on accompagne son travail en portugais, tout la pensée, qui je ne sais pas préciser, mais je lui demande de préciser, de détermination, en détermination d'expérience, c'est quelque chose qui, si on suit ces textes, plusieurs, au-delà de ces livres traduits en français, et un peu partout dans votre travail. Et donc, je trouve que ça serait intéressant pour nous aujourd'hui de lui écouter en français à propos de ces points de votre pensée. Voilà. Je vous remercie. Posso? Então, essa de fato é um ponto originário não só desse livro, mas de muitas das pesquisas do LatexFIP, com o Vladimir, com o Nelson, agora com a Lívia, com a Monique. A Monique ajudou muito durante esses anos todos, né, o grupo brasileiro com as intervenções dela, justamente sobre esse ponto, teoria geral do reconhecimento, e a ideia assim de que a gente começou a ter de forma assim cada vez mais disponível histórias da loucura, histórias da psiquiatria, histórias da constituição da clínica, histórias inclusive das condições psicopatológicas, dos sintomas. Sorry. Je vais quand même l'essayer, puis on reprendra petit à petit. Donc, c'est effectivement un élément central, pas seulement de ce livre-là, mais du laboratoire LatexFIP, dans lequel, qui est un laboratoire de l'Institut de psychologie de l'Université de São Paulo, et qu'on travaille notamment avec Vladimir Saflat, Nelson da Silva Jr. et Monique David Ménard,
sur la question de la théorie de la reconnaissance, sur l'histoire de la folie, et du coup à aborder ce qu'il en est de la question de la détermination et de l'indétermination. E aí a gente encontrou a máxima do Walter Benjamin de que tem a história dos vencedores e tem a história dos vencidos, né? Et là, du coup, on retrouve Walter Benjamin sur la question de l'histoire des vaincus et sur la question de l'histoire des vainqueurs. Enfin, qu'il y a d'un côté l'histoire des vaincus, de l'autre l'histoire des vainqueurs. E curiosamente essa história era também formada por narrativas em espelho que vinham da literatura, do teatro, que vinham da religião, que vinham de outros discursos não especificamente médicos. Et cela est lié d'une certaine manière à des récits en miroir qui viennent de la littérature, qui viennent de la religion et qui sont d'autres savoirs qui ne sont pas spécifiquement psychanalytiques. E essa tradição vencedora, ela interpreta o sofrimento, o sintoma e também o mal-estar como uma espécie assim de indeterminação excessiva. Indeterminação excessiva. Portanto, a cura depende da gente aumentar a nossa determinação simbólica, aumentar a nossa razão, aumentar a nossa capacidade de representação e aumentar a nossa... Oui, et donc du coup, cette théorie des vainqueurs, elle vient définir le malaise, la souffrance et le symptôme comme d'une certaine manière des indéterminations accessibles qui viennent augmenter... que vai dizer assim, então a loucura ela vai ser curada por mais simbolização, por mais razão, por mais pensamento. Donc, on est dans une dynamique toujours de l'augmentation et par exemple donc la folie elle va être soignée par plus de symbolisation, par plus de sens, par plus de raison par exemple. E isso leva à produção de novas e proliferação de novas formas de sofrimento que passam a se organizar como um excesso de experiências de determinação. A gente vai produzindo mais e mais razão, e isso não cura a loucura, mas isso enlouquece mais o louco. Donc cela, ça amène à la production de plus en plus... de plus en plus de détermination du côté justement de la raison ou de la symbolisation. E que cria uma realimentação. Quanto mais determinação você oferece, mais loucura você produz. Okay. Et qui en fait qui crée une sorte de détermination augmentative. Plus il y a de détermination, plus il y a de folie. Et donc ça s'augmente l'un avec l'autre. E a gente notou uma curiosa semelhança entre essa teorização e as teorizações políticas sobre o liberalismo, sobre as nossas formas de subjetivação, sobre as nossas instituições. Donc il y a une sorte de caractère similaire entre ce processus et les interprétations politiques de ce qu'est la modernité. Ficou claro, então, que havia uma tradição perdedora. Donc, ça signifie qu'il y a évidemment une tradition perdante. E essa tradição, ela sempre insistia no seguinte: não nos falta mais determinação, mais lei, mais ordem. Et cette tradition, elle insiste toujours dans l'aspect suivant, c'est que il ne nous manque pas plus de détermination ou plus d'ordre, mas certo tipo produtivo de indeterminação. Mais au contraire, il nous manque un certain type productif d'indétermination. Vale dizer, por exemplo, certo tipo produtivo de angústia. Que já oui. Oui. Determinação e indeterminação. Depende
maneira de pensar a transferência. Donc, ça dépend de la manière dont on pense le transfert. Ça peut être soit du côté de la détermination, justement, soit du côté de la production de l'indétermination. Dá a impressão que Lacan teorizava muito a partir da determinação, mas que a sua clínica era uma clínica de altíssimo nível de indeterminação. C'est ce que, en fait, Lacan va théoriser beaucoup du côté de la détermination, là où sa clinique en tant que telle est une clinique qui va du côté de l'indétermination. Nietzsche, Kafka, Schopenhauer, a tradição que Deleuze recupera, o iluminismo sombrio, muitas formas de literatura e de compreensão do sofrimento estão ligados a essa ideia de que nós não queremos produzir um novo vocabulário, nós não queremos produzir um novo conceito, nós queremos transmitir essa indeterminação para além da expérience conceituelle. Alors, je ne vais pas reciter tous les noms qui viennent d'être cités, mais en tout cas, il y a beaucoup des récits littéraires qui mettent en avant que, en fait, les héros ne souhaitent pas créer de nouvelles manières de déterminer, mais au contraire, ils souhaitent, ne souhaitent pas créer du coup un nouveau langage, par exemple, de nouveaux codes, mais ils souhaitent transmettre quelque chose justement de cette expérience de l'indétermination. Vou fazer a pergunta em português. Não sei se dá para ouvir, tá ligado isso? Tá. Então, a minha pergunta seria mais sobre as possibilidades, talvez, de que exista uma forma de praticar psicanálise que saia dessa lógica totemista. Porque, assim, quando a gente pensa no estágio do espelho, sobre vários processos que são citados ali, né, e que Lacan vai formalizar, da própria lógica freudiana mesmo, me lembrou, assim, eu tive uma memória sobre uma pessoa que comentou comigo sobre povos da América Latina, acho que do Peru, que tinham um dialeto que eles falavam do passado como estando à frente de nós. Então, como é algo que a gente já conhece, então nós vemos o passado, né? E nós temos o hábito de dizer, o passado ficou para trás, né? Então, existe uma lógica aí da temporalidade também que é outra. E aí, o que me questiona é isso, se seria possível a gente praticar a psicanálise com povos indígenas, com povos que estejam numa outra lógica que não essa que a gente está abordando aqui. Então, quais são os limites da nossa prática, na verdade? Até que ponto esse totemismo ele restringe também a nossa possibilidade de ouvir outras lógicas? Não sei se fica claro, não sei se... Je vais peut-être essayer de traduire en français, je sais pas. Ok. Donc là, je me questionne, en fait, à partir de cette logique de totémisme, dans quelle mesure c'est possible de pratiquer la psychanalyse en sortant justement de cette logique du totem. Donc, l'approche qu'on ferait avec Freud, avec le stade du miroir, par exemple, avec Lacan. Donc, dans quelle mesure on peut pratiquer, donc quelles sont les limites de la psychanalyse avec des peuples autochtones, par exemple? Est-ce qu'on peut écouter ces gens-là? Est-ce qu'il y a un inconscient qui est possible d'être écouté dans d'autres logiques que pas la nôtre? Voilà. Sim, mas observando que o totemismo também está muito presente em indígenas brasileiros, e africanos e também na Oceania. Alors oui, mais il faut quand même observer que le totémisme est présent également chez certaines communautés indigènes, amérindiennes, africaines et océaniques. Mas, de toda forma, né, esses povos, essas experiências como a que você mencionou, que vem, por exemplo, do Ayrton Krenak, são exemplos perspectivistas muito claros, né? Ter o passado à frente. Né? Mais, justement, ce que vous venez de présenter comme exemple de ce peuple au Pérou, c'est des expériences perspectivistes importantes, de voir le passé comme s'il venait face à nous.
Ou, por exemplo, a pergunta sobre se o meu corpo é como o seu corpo. Uma pergunta perspectivista. Et par exemple, la question de savoir est-ce que mon corps est comme ton corps est une question perspectiviste en tant que telle. Se eu morro do mesmo jeito que você, por exemplo. Né? Agora, uma consequência ou algo que talvez o livro tenha sido assim ocasionado por isso, mas também impulsionou isso, né? É o fato de que hoje no Brasil a gente tem muita psicanálise que eu diria assim experimental, né? Psicanálise fora dos muros, né? Nas praças públicas, na internet, em situações, vamos dizer assim, que são bastante próximas do encontro na mata, né? Como, por exemplo, pôr uma cadeira na praça e esperar alguém chegar. Sorry. Et donc, une des conséquences de cela, et en tout cas au Brésil, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place, c'est la pratique psychanalytique qu'on pourrait dire en dehors des murs, dans la périphérie et dans la place publique, par exemple, poser sa chaise au milieu de la place et puis recevoir les personnes qui sont là. E que muitos vão dizer, isso ainda é psicanálise? Né? Põe uma cadeira na praça e escuto aquele que chegar sem uma continuidade definida, num nível de indeterminação muito grande. A gente pode dizer, pode ser que tenha virado outra coisa. Et donc, on peut, et beaucoup vont se poser la question, est-ce que ça, c'est encore de la psychanalyse, de s'asseoir comme ça au milieu de la rue et d'écouter ce qui vient Est-ce qu'on est encore du coup dans le champ psychanalytique ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, d'une autre pratique? Mas o que tem é... Talvez inspirado nos brasileiros? Brincando, Não, mas dos motivos opacos por trás desse livro, o primeiro condomínio é o condomínio das instituições psicanalíticas. Ce qui reste quand même opaque, mais qui est un des premiers objectifs de ce livre, c'est quand même de mettre à jour ce qu'il en est de cette enclave de la psychanalyse en tant que telle. Uma psicanálise não totemista é uma psicanálise fora de si. Une psychanalyste non totémiste est une psychanalyste hors de soi. Dans tous les sens. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'il y a des exigences d'horaire de la librairie. Et donc, un dernier remerciement pour Christian Dunker, évidemment, pour Sophie Bergheimer qui a traduit si merveilleusement ce livre. Voilà, il faut y aller. Et bien sûr, également à Monique David Ménard. Et merci à vous aussi d'avoir été aussi attentive et attentif. Merci.